Je suis plus fort que toi, dit le fils de la femme de ménage immigrée. Le milliardaire français rit mais fut choqué. Ha 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 ha, plus fort que moi? Le rire de Pierre Dubois résonna à travers le bureau au sommet de la tour Montparnasse, comme le rugissement d'un prédateur amusé par sa proie. Gamin, tu peux à peine parler français correctement. Antoine Moreau, seulement 14 ans, se tenait dans le bureau luxueux tenant un sac à dos scolaire usé, ses yeux fermes contrastant avec l'humiliation qui brûlait ses joues. À côté de lui, sa mère, Céleste Moreau, 42 ans, tenait le seau de nettoyage avec des mains tremblantes, sachant qu'elle avait commis une terrible erreur en amenant son fils au travail. Pierre Dubois, un magnat de 48 ans des télécommunications et propriétaire d'un empire de 4,2 milliards d'euros, s'amusait comme il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Ce gamin immigré, fils de sa femme de ménage, venait d'affirmer être plus fort que lui, alors que Pierre doutait qu'il puisse réussir le brevet national français. « Antoine, s'il te plaît, présente tes excuses à Monsieur Dubois », chuchota Céleste, sa voix chargée d'années de soumission et de peur de perdre l'emploi qui soutenait ses 2 enfants seuls. « Pas besoin de s'excuser, » dit Pierre, s'amusant encore plus. « Je veux entendre plus de cette fantaisie. Dis-moi, petit génie, en quoi exactement es-tu plus fort que moi ?» Antoine respira profondément. À 14 ans, il avait déjà appris que le monde jugeait les gens comme lui et sa mère avant même de les connaître, fils de femme de ménage, immigré, vivant dans les banlieues de Saint-Denis. Toutes ces étiquettes que des hommes comme Pierre utilisaient pour justifier leur mépris. Je suis plus fort dans l'esprit, monsieur, plus fort dans la détermination, plus fort dans la capacité d'apprendre et de me surpasser. Chaque mot fut prononcé avec une clarté qui fit arrêter Pierre de rire pendant une seconde. « Menteur !» déclara Pierre, retournant à son bureau en marbre de Carrare. « Céleste, ton fils a de sérieux problèmes de fantaisie. Tu devrais peut-être l'emmener chez un psychiatre au lieu de l'amener ici. » Céleste baissa la tête, sentant le poids de l'humiliation familière. Pendant 5 ans, elle avait nettoyé ce bureau, enduré des commentaires dépréciatifs et accepté de bas salaires parce qu'elle avait besoin de cet emploi. Mais voir son fils, son brillant et déterminé Antoine, être ridiculisé de cette manière était une douleur qui coupait plus profondément que toute insulte personnelle. « Maman », dit Antoine doucement, touchant son bras. « Ça va ». Pierre observa l'interaction avec un sourire cruel. Il adorait ces moments de pouvoir absolu où il pouvait rappeler aux gens leur place dans la hiérarchie sociale. Il avait construit son empire non seulement grâce à son perspicacité commerciale, mais grâce à une cruauté calculée qui détruisait quiconque osait le remettre en question. « Tu sais ce que je pense, Céleste ?» Pierre se pencha dans son fauteuil en cuir de 18 000 €. « Je pense que ton fils est jaloux des enfants de mes cadres qui fréquentent des écoles privées chères. Alors il invente ses fantaisies pour se sentir spécial. »« Monsieur » interrompit Antoine, sa voix encore calme, mais chargée d'une dignité qui surprit Pierre. « Avez-vous étudié à Sciences Po ?» Pierre fronça les sourcils. « Bien sûr que oui. C'est la meilleure école d'administration publique de France. Alors vous comprendriez si je disais « l'excellence ne réside pas dans l'origine, mais dans l'effort constant vers la perfection intellectuelle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre fixa Antoine, traitant les mots parfaits en français académique qu'il venait d'entendre. Ce n'était pas le français de base que n'importe quel immigré pourrait mémoriser. C'était une structure complexe avec une grammaire avancée et une prononciation impeccable, digne des couloirs de l'Élysée. Céleste regarda entre son fils et Pierre, sentant que quelque chose avait changé dans l'air, mais ne comprenant pas complètement l'impact des mots d'Antoine. « Où as-tu appris cela ?» demanda Pierre, genuinement confus pour la première fois depuis des années. Antoine sourit pour la première fois depuis qu'il était entré dans ce bureau. « À la bibliothèque François Mitterrand, monsieur. Ils ont des programmes gratuits de perfectionnement linguistique tous les après-midi. Je fréquente aussi les séminaires de la Sorbonne qui sont ouverts au public. » Pierre sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine, un mélange de surprise et quelque chose qui pourrait être du respect. Non, c'était impossible. Il n'était qu'un gamin qui avait mémorisé quelques phrases. « N'importe qui peut mémoriser une phrase, » dit Pierre, essayant de reprendre le contrôle. « Cela ne signifie pas que tu comprennes vraiment. »« Vous avez raison, monsieur, » acquiesça Antoine. « C'est pourquoi j'ai apporté ceci. » Antoine ouvrit son sac à dos usé et sortit un document qui fit s'étrangler Pierre. C'était un certificat officiel de compétences en analyse politique et économie internationale, émis par l'École normale supérieure, avec des notes indiquant une performance exceptionnelle dans toutes les disciplines avancées. « C'est faux », bégaya Pierre, mais sa voix ne portait plus la même conviction. Antoine sortit un autre papier. « Voici mon certificat du programme avancé de politique publique de l'école d'administration.
et celui-ci du cours d'analyse macroéconomique que j'ai terminé le mois dernier à HEC Paris. Pierre prit les documents avec des mains tremblantes. Ils étaient tous authentiques, tous tamponnés et signés par des institutions respectables. Ce gamin de 14 ans, fils de sa femme de ménage, avait atteint un niveau d'éducation qui rivalisait avec des diplomates professionnels et des consultants économiques seniors. Comment? Fut tout ce que Pierre parvint à chuchoter. Ce que Pierre ne savait pas, c'est qu'Antoine Moreau avait un secret bien plus grand que simplement avoir l'excellence académique. Et ce secret était sur le point de détruire tout ce que Pierre pensait savoir sur l'intelligence, le mérite et la vraie valeur des gens. Ce que Pierre ne réalisait pas, c'est qu'Antoine n'était pas apparu dans ce bureau par hasard. Pendant des mois, il avait planifié ce moment, collectant des informations et préparant une démonstration qui ne changerait pas seulement la perception de Pierre sur lui, mais révélerait une vérité sur Pierre lui-même, qui détruirait tout ce que le milliardaire pensait savoir sur lui-même. Pierre examina les certificats pendant plusieurs minutes, cherchant désespérément une preuve de falsification. Mais plus il regardait, plus son arrogance se transformait en quelque chose proche de la panique. Les signatures étaient authentiques, les tampons officiels, les dates cohérentes, avec une progression académique de 3 ans. Cela ne prouve encore rien, marmonna Pierre plus pour lui-même que pour Antoine. N'importe qui peut suivre des cours en ligne. Vous avez raison, acquiesça Antoine avec un calme qui rendit Pierre encore plus mal à l'aise. C'est pourquoi j'ai apporté ceci. Antoine sortit une tablette de son sac à dos et ouvrit une application de visioconférence. En quelques secondes, l'écran montra un homme élégant dans un bureau académique. « Professeur Laurent, dit Antoine en français parfait, pourriez-vous confirmer à Monsieur Dubois ma performance dans votre cours d'analyse des politiques économiques européennes ?» L'homme à l'écran répondit en français académique fluide et rapide. Pierre ne pouvait pas suivre complètement, mais il pouvait entendre le flux naturel de la conversation, la complexité des structures grammaticales, la facilité avec laquelle Antoine naviguait entre différents registres linguistiques et concepts économiques avancés. Monsieur Dubois, le professeur passa à un français plus formel. Antoine a été mon meilleur étudiant en 20 ans d'enseignement. À 14 ans, il maîtrise l'analyse macroéconomique comme un diplômé de Sciences Po. Il est extraordinaire. Ses analyses sur l'impact du Brexit sur l'économie française étaient brillantes. Pierre raccrocha brusquement, ses mains tremblant légèrement. « Céleste, dit-il, sa voix étrangement altérée. Tu savais cela ?» Céleste secoua la tête, traitant encore ce qui se passait. Antoine a toujours été intelligent, monsieur, mais je ne savais pas qu'il... 3 ans, interrompit Antoine doucement. J'ai commencé quand j'avais 11 ans. Maman travaillait dans 2 emplois pour payer mon école privée, mais elle a perdu son 2e travail pendant la pandémie. Quand je suis retourné à l'école publique de Saint-Denis, les cours étaient trop faciles. Alors j'ai décidé d'utiliser mon temps libre pour quelque chose d'utile. Pierre sentit un nœud dans son estomac. Pendant que ses propres enfants fréquentaient les écoles les plus chères de Paris, avec des tuteurs privés payés à l'heure, ce garçon avait surpassé toute éducation que l'argent pourrait acheter en utilisant seulement des bibliothèques publiques et une détermination de fer. « Mais pourquoi l'économie et les politiques publiques ?» demanda Pierre, genuinement curieux pour la première fois. « Parce que je voulais comprendre comment le monde fonctionne vraiment, » répondit Antoine simplement. « Et parce que j'ai réalisé que quand on comprend les systèmes de pouvoir, on cesse d'être leur victime et on commence à être un agent de changement. » L'observation frappa Pierre comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant des années, il avait utilisé son origine bourgeoise comme justification pour maintenir sa distance des employés ordinaires, citant des différences de classe quand la vérité était simplement l'arrogance et la peur de perdre ses privilèges. « Antoine, dit Pierre lentement, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait identifier, tu as 14 ans. C'est extraordinaire. C'est impossible, monsieur. » Antoine sourit pour la première fois depuis son arrivée. L'impossible n'est que le possible qui n'est pas encore arrivé. Soudain, le téléphone de Pierre sonna. C'était son vice-président financier, Marcel Rousseau. « Pierre, nous avons un problème. Les investisseurs japonais remettent en question nos projections pour le marché asiatique. Ils disent que nos analyses économiques semblent amateurs. » Pierre pâlit. Ce contrat valait 80 millions d'euros. « Marcel, peux-tu répéter exactement ce qu'ils ont dit ?» La voix de l'autre côté de la ligne était tendue. Ils ont mentionné des incohérences dans l'analyse macroéconomique. Ils ont dit que nos rapports ne considèrent pas l'impact réel des politiques monétaires de la BCE sur les fluctuations de change euro-yen. Pierre raccrocha, ses mains suant froid. Il avait personnellement approuvé ces rapports. Il s'était vanté de sa formation à Sciences Po devant les investisseurs.
Et maintenant? Puis-je voir les documents? Demanda Antoine, calmement. Comment? Pierre était clairement confus et désespéré. Peut-être puis-je aider à identifier où est le problème, dit Antoine. Pierre, sans option, remit les rapports financiers. Antoine les examina pendant seulement 5 minutes, avant de lever la tête, son expression devenue grave. « Monsieur Dubois, » dit Antoine, sa voix chargée d'une maturité surprenante, « vous avez commis 3 erreurs fondamentales que n'importe quel étudiant de première année de HEC identifierait. » Le visage de Pierre brûla de honte et d'indignation. « Comment osait un gamin de 14 ans? Premièrement, continua Antoine impitoyablement, vous avez appliqué le taux de change actuel pour des projections de 24 mois sans considérer la volatilité historique. Deuxièmement, vous avez complètement ignoré l'impact des politiques quantitatives de la Banque du Japon. Troisièmement, et plus grave, vous avez utilisé des modèles de croissance linéaire quand toute la littérature économique pointe vers des cycles exponentiels dans le secteur des télécommunications. Le silence dans le bureau était sépulcral. Céleste regardait son fils avec un mélange de fierté et de terreur, réalisant qu'Antoine ne prouvait pas seulement son intelligence, il humiliait publiquement l'un des hommes les plus puissants de France. Pierre était pâle comme du papier. Chaque mot d'Antoine était précis, chirurgical, dévastateur. « Petites erreurs, » murmura Pierre, « qui pourraient coûter des millions. »« Non, monsieur, » corrigea Antoine froidement, « des erreurs qui ont déjà coûté des millions, et qui révéleront aux investisseurs japonais que le fameux Pierre Dubois, diplômé de Sciences Po, n'a pas la compétence réelle pour analyser les marchés internationaux. » La colère explosa dans la poitrine de Pierre comme un volcan. « Comment oses-tu » rugit-il, se levant violemment et faisant reculer Céleste effrayée. « Tu n'es qu'un gamin, un fils de femme de ménage immigré. J'ai construit un empire pendant que tu portais encore des couches. » Antoine resta immobile, ses yeux fixés sur Pierre avec un calme qui était presque surnaturel. « Crier sur moi ne changera pas le fait que vos rapports sont incorrects, monsieur. Ni le fait que, dans 15 minutes, vous devrez expliquer aux investisseurs japonais pourquoi vous avez perdu des millions de leur argent à cause de votre incompétence. » La crudité de cette vérité frappa Pierre comme une gifle. Il regarda les rapports, puis Antoine, puis les téléphones qui ne cessèrent de sonner sur son bureau. Ses assistants essayaient évidemment de le contacter à propos de la crise financière qui se déroulait. « S'il te plaît, » chuchota Pierre, et ce mot sortit de ses lèvres comme une confession de défaite. « S'il te plaît, aide-moi !» Céleste ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. L'homme qui l'avait humilié pendant 5 ans suppliait l'aide de son fils de 14 ans. Antoine marcha jusqu'au bureau de Pierre et commença à gribouiller des chiffres et des formules sur un papier. Ses calculs étaient rapides, précis, presque automatiques. En 10 minutes, il avait complètement reformulé l'analyse économique, corrigeant non seulement les erreurs mathématiques, mais proposant une approche stratégique qui triplerait les profits projetés. Pierre lut le document 2 fois, sa bouche s'ouvrant en choc genuine. Ce n'était pas seulement correct, c'était brillant. C'était le type d'analyse que les consultants de McKinsey factureraient 1 demi-million d'euros pour produire. « Comment ?» fut tout ce qu'il parvint à dire. « Parce que je n'ai pas appris l'économie pour impressionner des investisseurs lors de dîners chers, » répondit Antoine. « J'ai appris parce que je veux comprendre comment créer des opportunités pour des gens comme ma mère, qui nettoient les bureaux, mais n'ont jamais la chance de s'asseoir à la table où les décisions sont prises. » L'émotion dans la voix d'Antoine toucha quelque chose de profond dans le cœur de Pierre. Pour la première fois en décennies, il ressentit de la honte. Une honte réelle, viscérale, du genre qui ronge de l'intérieur. « Antoine, » dit Pierre, sa voix brisée, « je ne savais pas. » « Vous ne saviez pas quoi ?» La voix d'Antoine était chargée d'une douleur qu'il retenait depuis des années. « Vous ne saviez pas que votre femme de ménage travaille 12 heures par jour pour soutenir 2 enfants seuls. Vous ne saviez pas qu'elle économise chaque euro pour acheter mes livres scolaires. Vous ne saviez pas qu'elle pleure chaque nuit parce qu'elle a peur de perdre cet emploi et de ne pas pouvoir payer notre loyer ?» Céleste commença à pleurer silencieusement, voyant son fils courageux libérer enfin toute la douleur et la frustration qu'elle savait qu'il portait. Pierre s'assit lourdement, le poids de la réalité sociale qu'il avait toujours ignorée tombant finalement sur ses épaules. « Ou peut-être, » continua Antoine, sa voix maintenant chargée d'une fureur contrôlée qui faisait vibrer l'air, « vous ne saviez pas que pendant que vous gaspillez des millions en voitures de luxe et dîners d'affaires, des gens comme nous étudions dans des bibliothèques publiques parce que nous ne pouvons pas payer de livres, que nous utilisons les ordinateurs de l'école parce que nous n'avons pas Internet à la maison ?» Pierre était détruit. Chaque mot d'Antoine était une lame tranchante coupant à travers des décennies de privilèges non questionnés. « Antoine, comment puis-je ? Que puis-je faire ?» bégaya Pierre,
et il y avait une sincérité désespérée dans sa voix qui fit s'arrêter Antoine. Antoine regarda sa mère qui l'encouragea d'un signe de tête. Puis, lentement, il ouvrit son sac à dos une fois de plus et sortit un document qui fit s'étrangler Pierre à nouveau. C'était une analyse complète de l'entreprise de Pierre, pas seulement les rapports publics, mais une investigation profonde sur les pratiques d'embauche, les salaires, les politiques internes. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pierre, sa voix à peine un chuchotement. « C'est la vérité sur votre entreprise, monsieur. La vérité que vous avez refusé de voir. » Antoine ouvrit le document à la première page. « En 5 ans, vous avez embauché 847 cadres. De ceux-ci, 89% sont des hommes blancs de familles aisées. Seulement 3% sont des immigrés ou enfants d'immigrés. Les chiffres continuèrent à tomber comme des bombes. Vos salaires moyens pour des postes identiques varient jusqu'à 40% selon l'origine sociale des employés. Des employés comme ma mère reçoivent des augmentations de seulement 1,2% par an, tandis que les cadres reçoivent des bonus équivalents à 5 ans de son salaire. » Pierre était dévasté. Chaque statistique était un miroir reflétant un système de privilèges et de discrimination qu'il avait construit et perpétué sans même s'en rendre compte. « Comment as-tu obtenu toutes ces données ?» demanda-t-il, sachant que la réponse le terrifierait. « Parce que vous parlez de nous comme si nous étions invisibles, » répondit Antoine. « Pendant des années, j'ai entendu des conversations dans les ascenseurs, dans les couloirs, dans les salles de réunion où vous pensiez que personne ne faisait attention. Les employés de nettoyage sont comme des fantômes pour vous, présents mais jamais vraiment vus. » Antoine tourna la page du document. « Mais ce n'est même pas la partie la plus dévastatrice, monsieur. » Sa voix devint dangereusement calme. « La partie la plus dévastatrice, c'est que j'ai découvert quelque chose qui peut détruire votre entreprise entière et vous envoyer en prison. » Le sang disparut complètement du visage de Pierre. « De quoi parles-tu » Sa voix n'était qu'un fil. Antoine sourit, mais il n'y avait aucune joie dans son expression, seulement la satisfaction froide de quelqu'un qui avait finalement trouvé l'arme parfaite. « Évasion fiscale, monsieur. Compte dans des paradis fiscaux. Contrats fantômes avec des filiales pour réduire les impôts. Corruption de fonctionnaires pour obtenir des contrats gouvernementaux. » Antoine tourna quelques pages de plus. Tout documenté, tout avec des preuves irréfutables. Pierre était en panique totale. « C'est impossible. Comment un gamin de 14 ans ?»« Parce que vous avez sous-estimé le pouvoir d'un esprit brillant et préparé, » répondit Antoine. « Et parce que j'ai commis l'erreur de penser que des gens comme vous étaient intouchables. » Céleste était en choc, réalisant que son fils s'était impliqué dans quelque chose de bien plus grand et plus dangereux qu'elle n'imaginait. « Antoine, » chuchota-t-elle, « qu'as-tu fait ?» Antoine se tourna vers sa mère avec des yeux pleins d'amour et de détermination. « J'ai fait ce que tu m'as enseigné, maman. J'ai lutté. J'ai lutté pour notre dignité, pour notre famille, pour toutes les personnes qui sont piétinées par des hommes comme lui. » Il se tourna vers Pierre. « Mais je ne suis pas comme vous, monsieur. Je ne veux pas détruire. Je veux construire. »« Que veux-tu » demanda Pierre, sa voix défaite. Antoine marcha jusqu'au bureau de Pierre et plaça un contrat détaillé devant lui. « Je veux la justice. Je veux que ma mère soit promue superviseur des installations avec un salaire de 95 000 € annuels. Je veux un programme de bourse d'études pour les jeunes talentueux de communautés défavorisées. Et je veux, » continua Antoine, sa voix gagnant en force, « que vous implémentiez de vraies politiques d'égalité des chances dans votre entreprise, que vous arrêtiez d'embaucher seulement vos semblables et que vous commenciez à reconnaître le talent où qu'il soit. » Pierre lut le contrat avec des mains tremblantes. Il était détaillé, professionnel, et incluait des clauses qui protégeaient Antoine et Céleste de futures représailles. « Et si je refuse ?» demanda Pierre, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Antoine sourit froidement. « Alors, dans exactement 1 heure, des copies de toutes ces preuves de corruption seront sur les bureaux du procureur de la République, du Monde, de Libération et de l'autorité des marchés financiers. »« Ça, tu me fais chanter, » dit Pierre. « J'offre la justice, » corrigea Antoine. « Vous avez passé des années à bénéficier d'un système injuste. Maintenant, vous avez la chance de faire partie de la solution. » Pierre regarda par la fenêtre Paris, la ville qu'il avait conquise grâce à un mélange d'intelligence et de cruauté impitoyable. Mais ce gamin venait de le surpasser dans les 2 aspects. « Céleste, » dit Pierre, se tournant vers la mère d'Antoine, « tu as élevé un fils extraordinaire. » Céleste essuya ses larmes et se redressa, trouvant une dignité qu'elle avait cachée pendant des années. « J'ai élevé un fils qui connaît sa propre valeur et refuse d'être traité comme moins. » Antoine tendit la main à Pierre. « Bienvenue au XXIe siècle, monsieur Dubois. » Pierre serra la main du garçon, sentant qu'il faisait bien plus qu'un simple contrat de travail. Il acceptait de voir le monde avec des yeux complètement différents. À ce moment,
Antoine fit quelque chose que personne n'attendait. Il sortit 2 autres enregistreurs de son sac à dos. « Pour votre information, » dit Antoine avec désinvolture, « tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui a aussi été enregistré, y compris vous signant ce contrat de votre propre volonté, reconnaissant le mérite là où il existe vraiment. » 6 mois plus tard, Pierre Dubois était assis à une table ronde à la bibliothèque François Mitterrand, entouré de jeunes de communautés défavorisées participant au programme de bourse qu'Antoine avait exigé. L'homme qui voyait auparavant les bibliothèques publiques comme des symboles d'échec les considérait maintenant comme de vrais centres d'excellence éducative. « Monsieur Dubois ?» demanda Amira, une fille algérienne de 15 ans. « Est-il vrai qu'Antoine a obtenu son premier emploi à 14 ans en vous faisant chanter ?» Pierre rit, un rire genuin, plein d'auto-ironie qu'il n'avait jamais possédé auparavant. Céleste, maintenant superviseur et l'une des cadres les plus respectés de l'entreprise, sourit avec encouragement. « Il y a 6 mois, j'étais un homme riche mais misérable, » commença Pierre. « Je pensais que mon argent me rendait supérieur aux autres, puis Antoine m'a enseigné que la vraie intelligence n'a rien à voir avec où vous êtes né, mais avec ce que vous faites des opportunités que vous créez. » « Mais comment savait-il que ça marcherait ?» demanda Karim, un garçon de 13 ans qui étudie maintenant la programmation grâce au programme. « Parce qu'il a étudié chaque mouvement, » répondit Céleste fièrement. Antoine ne maîtrisait pas seulement l'économie, il comprenait la psychologie humaine, la stratégie et surtout la justice. Pierre se leva et marcha vers un mur affichant les certificats des 50 premiers bénéficiaires du programme Jeunes Talents, Antoine Moreau. « Savez-vous quelle a été ma plus grande découverte ?»« Quoi ?» demandèrent-ils à l'unisson avec curiosité. « Que quand vous investissez dans des gens talentueux, indépendamment de leur origine, ils ne grandissent pas seulement, ils vous font grandir aussi. » Antoine ferma son ordinateur portable et rejoignit le groupe. Maintenant, à 15 ans, il était consultant officiel de l'entreprise de Pierre, gagnant plus que beaucoup de cadres supérieurs. La partie la plus impressionnante n'était pas qu'il maîtrisait l'économie ou qu'il analysait mon entreprise, continua Pierre, regardant Antoine avec une admiration genuine. C'était qu'il avait le courage de confronter un homme puissant, sachant que cela pourrait détruire la vie de sa propre famille. « Mais tu avais un plan, n'est-ce pas ?» insista Amira. Antoine sourit. « Ayez toujours un plan, et ayez toujours des preuves pour soutenir votre position. Mais plus important, n'acceptez jamais d'être traité comme inférieur par quelqu'un qui vous est intellectuellement inférieur. » Céleste se leva. « Il est temps d'y aller, Antoine. Nous avons une réunion avec des investisseurs allemands dans 1 heure. » Pierre se tourna vers les jeunes. « Voulez-vous connaître la meilleure partie de l'histoire ? Antoine gagne maintenant plus que la plupart de mes vice-présidents, et son succès vient du mérite pur. Seul le vrai succès, dit Pierre, c'est quand vous utilisez votre privilège pour élever les autres, pas pour les abattre. » Céleste embrassa le front de son fils. « Je suis fier de toi, mon amour, pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais pour l'homme que tu deviens. Et moi, ajouta Pierre, je me sens honoré d'avoir appris de vous deux que la famille ne concerne pas le sang, elle concerne les gens qui vous donnent envie d'être meilleurs. » Cet après-midi-là, pendant la réunion avec les investisseurs allemands, Antoine traduisit simultanément des négociations qui aboutirent à un accord de 750 millions d'euros. Mais l'impact de la transformation allait bien au-delà des affaires. Pierre avait mis en œuvre une révolution silencieuse dans son entreprise. Des politiques de diversité réelle, des programmes de mentorat, des promotions basées exclusivement sur le mérite. L'entreprise n'était pas seulement devenue plus juste, elle était devenue plus rentable. Lors d'une conférence de presse 6 mois après l'incident, un journaliste du Figaro posa la question que tout le monde voulait entendre. « Monsieur Dubois, comment une rencontre de 15 minutes avec un adolescent a-t-elle complètement changé votre perspective de vie ?» Pierre réfléchit soigneusement. « Parce qu'Antoine m'a forcé à confronter une vérité que j'évitais depuis des décennies, que mon succès a été construit autant par mon éducation privilégiée que par mon talent, et qu'il y a des milliers d'Antoine dans le monde, des esprits brillants enterrés par la pauvreté et les préjugés. La transformation a été douloureuse, continua Pierre, sa voix chargée d'émotion. Découvrir que vous faites partie du problème est dévastateur, mais découvrir que vous pouvez faire partie de la solution est libérateur. » Céleste, assise à côté de lui lors de la conférence, ajouta fièrement « Mon fils m'a enseigné que la connaissance c'est le pouvoir, mais la connaissance partagée c'est la justice. » Antoine, maintenant une icône nationale de dépassement de soi, regarda directement les caméras. Ne laissez jamais personne définir votre valeur basée sur les apparences ou les circonstances. Vos origines ne déterminent pas votre destin. Et ayez toujours des preuves pour soutenir vos affirmations. Une dernière question, dit le journaliste.
Croyez-vous que cette histoire peut inspirer d'autres? Céleste répondit, cette histoire prouve que quand vous combinez talent avec opportunité et courage avec préparation, il n'y a pas de limite à ce qui peut arriver. Pierre acquiesça. Antoine m'a enseigné que la vraie richesse n'est pas dans l'argent que vous accumulez, mais dans les vies que vous transformez. Et que parfois la plus grande leçon de votre vie vient de la personne que vous attendez le moins, surtout quand cette personne a assez de force pour vous montrer qui vous pouvez vraiment être. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Antoine avait déclenché une révolution qui se répandait bien au-delà de l'entreprise de Pierre. Les universités commencèrent à mettre en œuvre des programmes d'accès pour les jeunes talentueux des banlieues. Le gouvernement français créa une commission nationale sur l'égalité des chances éducatives. L'effet Antoine, comme les médias commencèrent à l'appeler, inspira des centaines de jeunes à documenter et confronter les injustices dans leur propre communauté. Armés d'éducation, de preuves et de courage, ils commencèrent à abattre des barrières qui semblaient insurmontables. Une nuit particulièrement émouvante, Pierre trouva Antoine étudiant seul dans la bibliothèque de l'entreprise. « Pourquoi étudies-tu encore tant ?» demanda Pierre. « Tu as déjà prouvé ton point. » Antoine sourit. « Parce que la bataille n'est pas finie, monsieur. Pour chaque Antoine qui réussit à briser les barrières, il y en a 1000 autres qui luttent encore pour être vus. Et parce que, continua Antoine, ses yeux brillants de détermination, j'ai découvert quelque chose sur moi-même ce jour-là, dans votre bureau. J'ai découvert que je ne veux pas seulement gagner, je veux changer tout le jeu pour que d'autres comme moi puissent gagner aussi. » Pierre s'assit à côté du garçon qui avait révolutionné sa vie. « Tu sais que ce jour-là n'était pas seulement pour prouver ton intelligence, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête. C'était pour prouver que le mérite existe dans des endroits que la société refuse de chercher. Exactement. « Et tu sais quelle a été la partie la plus difficile pour moi ?» demanda Pierre. « Réaliser que je n'étais pas seulement un homme d'affaires prospère, j'étais un gardien qui empêchait des talents comme le tien de s'épanouir. » L'admission portait le poids d'années de privilèges non questionnés. À ce moment, Céleste apparut dans la bibliothèque. Même maintenant, comme cadre, elle vérifiait personnellement que tout était en ordre. Certaines habitudes ne changent jamais. « Mes 2 hommes préférés, dit-elle, embrassant Antoine. Savez-vous que vous avez changé non seulement vos propres vies, mais celles de milliers de personnes? Maman, dit Antoine, tu m'as enseigné que le nettoyage ne consiste pas à être invisible. C'est à rendre les choses meilleures qu'elles n'étaient avant. Il s'avère que cela s'applique à bien plus que les bureaux seulement. » Céleste rit, des larmes de fierté brillant dans ses yeux. 5 ans après la confrontation initiale, l'entreprise de Pierre était devenue un modèle international de diversité et d'inclusion. Des délégations d'autres pays venaient étudier le modèle Dubois-Moreau d'identification et de développement de talents cachés. Lors d'une conférence à la Sorbonne, Antoine, maintenant âgé de 16 ans, fut invité comme conférencier principal. Sa présentation, intitulée « L'intelligence sans frontières », reçut une ovation debout de 15 minutes. « Ce que j'ai appris, » dit Antoine au public bondé, « c'est que la société est pleine d'esprits brillants enfermés derrière des portes que seul le privilège peut ouvrir. Notre responsabilité n'est pas seulement d'ouvrir ces portes, c'est de les détruire complètement. » Dans l'audience, Pierre regardait avec fierté paternelle le garçon qui était devenu bien plus qu'un employé. Il était devenu un fils du cœur. « Il a raison, » chuchota Pierre à Céleste. « Nous n'avons pas seulement changé nos vies, nous avons changé la définition de ce qui est possible. » La transformation de Pierre n'était pas passée inaperçue par l'élite entrepreneuriale française. Certains le critiquaient pour avoir cédé au chantage. D'autres l'élogiaient pour moderniser des pratiques archaïques. Mais Pierre avait trouvé quelque chose de plus précieux que l'approbation sociale. Il avait trouvé un but genuin. « Vous savez, dit Pierre lors d'une réunion du conseil, « au début je pensais qu'Antoine me forçait à changer mon entreprise. Maintenant je réalise qu'il me forçait à devenir l'homme que j'aurais toujours dû être. » Les résultats étaient indiscutables. L'entreprise n'était pas seulement devenue plus juste, elle était devenue plus innovante, plus créative, plus compétitive. Quand vous arrêtez de limiter le talent par origine sociale, découvrit Pierre, il n'y a pas de limite à ce qu'il est possible d'atteindre. Lors d'une visite à l'ancienne école d'Antoine à Saint-Denis, Pierre fut reçu comme un héros par les étudiants. « Est-il vrai que vous avez donné une chance à quelqu'un comme nous ?» demanda une fille timide. « Non, répondit Pierre. Quelqu'un comme vous m'a donné une chance d'être meilleur. » La phrase devint le slogan non officiel du programme de bourse, gravé à l'entrée de la nouvelle bibliothèque que Pierre construisit à Saint-Denis. « Ici, nous ne donnons pas de chance, nous reconnaissons le génie qui existe déjà. » 2 ans après la confrontation initiale,
Antoine était sur le point de terminer le lycée avec la plus haute note jamais enregistrée dans la région d'Île-de-France. Les universités de toute l'Europe se disputaient son inscription, offrant des bourses complètes et des programmes spéciaux. « Où vas-tu aller ?» demanda Pierre lors d'un dîner en famille, parce que, oui, les Moreau étaient devenus une vraie famille pour Pierre. « Cambridge m'a offert un programme accéléré en économie internationale, » répondit Antoine. « Mais j'ai posé une condition. »« Quelle condition ?» demanda Céleste, intriguée. « Qu'il crée un programme d'échange exclusif pour les jeunes talentueux des banlieues françaises. S'ils veulent mon esprit, ils devront ouvrir des portes à d'autres esprits comme le mien. » Pierre rit fort. « Tu ne t'arrêtes jamais, n'est-ce pas? Toujours en train de négocier, toujours en train d'ouvrir des chemins. »« C'est ce que vous m'avez enseigné, monsieur, » répondit Antoine avec un sourire malicieux. « Que le vrai pouvoir n'est pas seulement d'atteindre le sommet, c'est de construire des échelles pour que d'autres puissent monter aussi. » Cette nuit-là, seul dans son bureau, maintenant décoré avec des photos de tous les bénéficiaires du programme de bourse, Pierre réfléchit sur le voyage extraordinaire qui avait commencé avec un garçon de 14 ans disant « Je suis plus fort que toi ». Il avait raison, murmura Pierre pour lui-même. Il était vraiment plus fort. Pas physiquement, pas financièrement, mais dans la seule force qui compte vraiment, la force de caractère pour lutter pour la justice même quand tout est contre vous. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette confrontation qui avait tout changé. Antoine, maintenant âgé de 17 ans, était sur le point de diplômer de Cambridge avec les plus hautes distinctions de l'université. Mais plus important que ses succès académiques était le mouvement qu'il avait créé. Le mouvement des Invisibles s'était répandu dans toute la France. Les jeunes des banlieues documentaient les injustices, collectaient des preuves et confrontaient des systèmes corrompus avec la même méthodologie qu'Antoine avait développée. C'était une révolution silencieuse mais dévastatrice. Un matin particulièrement émouvant, Pierre reçut un appel qui changerait tout encore une fois. « Monsieur Dubois, ici François Beaumont, du ministère de l'Éducation. Nous avons une proposition extraordinaire pour vous et le jeune Moreau. » La proposition était ambitieuse. Le gouvernement français voulait implémenter le programme Antoine à l'échelle nationale. Identifier, éduquer et autonomiser les jeunes talents des communautés marginalisées dans toute la France. Le budget, 500 millions d'euros. La condition, Antoine devrait diriger le projet. C'est une énorme responsabilité pour quelqu'un de si jeune, dit Céleste, inquiète. Maman, répondit Antoine avec la même détermination de toujours, la responsabilité n'a pas d'âge. L'injustice non plus. Si je peux faire la différence, j'ai l'obligation morale de le faire. La cérémonie de lancement du programme national eut lieu au palais de l'Élysée. Antoine, portant un costume simple mais élégant, se tenait à côté du président de la République, prêt à annoncer la plus grande initiative de justice sociale éducative de l'histoire française moderne. Aujourd'hui, dit Antoine au microphone, sa voix résonnant dans la salle pleine de ministres, ambassadeurs et journalistes, nous ne lançons pas seulement un programme. Nous déclarons la guerre à la médiocrité déguisée en privilège. Nous disons que le mérite n'a pas de code postal. L'audience explosa en applaudissements. Pierre, assis au premier rang à côté de Céleste, sentait des larmes de fierté couler sur son visage. Le garçon qu'il avait essayé d'humilier des années auparavant redéfinissait maintenant les standards d'excellence de toute une nation. Mais la vraie mesure du succès vint des mois plus tard, quand les premiers résultats commencèrent à apparaître. Des jeunes de Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, de toutes les banlieues françaises, commencèrent à émerger avec des talents extraordinaires qui avaient été ignorés pendant des décennies. Une fille de Marseille inventa un algorithme révolutionnaire pour l'optimisation énergétique. Un garçon de Lyon développa une technologie de purification d'eau qui coûtait 90% moins cher que les alternatives existantes. Une jeune fille de Toulouse créa un système d'intelligence artificielle pour détecter des maladies rares avec une précision de 99,7%. « Vous réalisez ce que nous avons fait ?» demanda Pierre à Antoine lors d'une visite à l'un des nouveaux centres de développement de talent à Clichy-sous-Bois. « Nous n'avons pas seulement changé des vies individuelles, nous avons changé l'avenir de la France. » Antoine sourit, observant des dizaines de jeunes travaillant sur des projets qui pourraient révolutionner des industries entières. « Non, monsieur. Nous avons seulement enlevé les barrières artificielles qui empêchaient l'intelligence de s'épanouir. Le talent a toujours été là. Il avait juste besoin d'être reconnu. » La transformation personnelle de Pierre était aussi remarquable. L'homme, qui s'isolait auparavant dans sa tour d'ivoire, passait maintenant la moitié de son temps à visiter des écoles dans les banlieues, identifiant personnellement de jeunes talents. Il était devenu un chasseur de diamants bruts. Savez-vous quelle est l'ironie ?
dit Pierre lors d'une interview pour le magazine Forbes Europe. Je pensais que je perdais du pouvoir quand Antoine m'a forcé à changer. En fait, j'ai gagné plus de vrai pouvoir en 3 ans que j'en avais accumulé en décennies d'affaires. Le vrai pouvoir, expliqua Pierre, n'est pas la capacité d'opprimer les autres, c'est la capacité d'élever les autres à votre propre niveau. Quand vous autonomisez des esprits brillants, ils ne résolvent pas seulement vos problèmes, ils résolvent des problèmes dont vous ne saviez même pas qu'ils existaient. Antoine finalisait maintenant sa thèse de licence à Cambridge à 17 ans. Le sujet ? Démocratie économique. Comment les systèmes méritocratiques peuvent éliminer les inégalités structurelles. C'était une œuvre déjà considérée comme révolutionnaire par les économistes du monde entier. La plus belle partie, dit Céleste lors d'une interview pour la télévision française, c'est qu'Antoine n'a jamais perdu son humilité. Même en étant consulté par des gouvernements et universités, il rentre encore à la maison et m'aide avec la vaisselle. Et Pierre, ajouta-t-elle, est devenu le grand-père que mes enfants n'ont jamais eu. La famille choisie est parfois plus forte que la famille de sang. C'était vrai. Pierre était devenu une figure paternelle non seulement pour Antoine, mais pour des centaines de jeunes du programme. Dans une conversation intime, Antoine révéla à Pierre ce qui le motivait vraiment. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi de vous confronter de cette manière ?» demanda-t-il. « Parce que j'ai vu en vous quelque chose que j'ai reconnu en moi-même, un potentiel gaspillé. Vous aviez le pouvoir de faire le bien, mais vous l'utilisiez seulement pour accumuler plus de pouvoir. Vous m'avez sauvé autant que je vous ai sauvé, continua Antoine. Vous m'avez sauvé de devenir amer et vengeur. Vous m'avez enseigné que le vrai changement vient à travers la transformation, pas la destruction. Pierre était visiblement ému. Antoine, dit Pierre, tu n'as que 17 ans, mais tu comprends déjà quelque chose qu'il m'a fallu des décennies pour apprendre, que notre plus grande force n'est pas d'être supérieur aux autres, mais d'aider les autres à découvrir leur propre supériorité. Le mouvement initié par Antoine avait transcendé les frontières nationales. Les universités américaines, allemandes, japonaises commencèrent à implémenter des versions du programme Antoine. L'UNESCO déclara le modèle comme étalon or pour la démocratie éducative mondiale. « Vous avez changé le monde », dit un reporter de la BBC lors d'une interview internationale. « Comment vous sentez-vous d'être responsable d'une révolution globale dans l'éducation ?» Antoine et Pierre échangèrent des regards et sourires. « Nous n'avons pas changé le monde », répondit Antoine. « Nous avons seulement rappelé au monde que le changement est possible quand vous combinez courage avec compétence et justice avec preuve. » Pierre hocha la tête. « Et que parfois, les plus grandes leçons viennent des endroits les plus inattendus. » 5 ans après la confrontation initiale, l'entreprise de Pierre était devenue la plus respectée de France, pas seulement pour ses profits, mais pour sa contribution sociale révolutionnaire. Céleste était maintenant directrice du développement humain, un poste créé spécialement pour elle et ses idées innovantes. Antoine, à 19 ans, avait fondé sa propre organisation internationale, les Ponts d'Excellence, dédiée à identifier et développer de jeunes talents globalement. Sa première initiative, un fonds de 100 millions d'euros pour des bourses d'études internationales destinées aux jeunes des communautés défavorisées. La chose la plus importante que j'ai apprise, dit Antoine lors de son discours de remise de diplôme à Cambridge, c'est que la vraie force n'est pas individuelle, elle est collective. Quand nous élevons les autres, nous devenons tous plus forts, nous créons un monde où l'excellence peut fleurir partout. Pierre, dans l'audience, applaudissait avec des larmes dans les yeux. Le garçon qui était entré dans son bureau 5 ans auparavant, avec un sac à dos usé, graduait maintenant comme le plus jeune summa cum laude de l'histoire de Cambridge, acclamé par ses professeurs comme un génie générationnel. Mais le moment le plus émouvant vint quand Antoine descendit de la scène et marcha directement vers sa mère. « Maman, dit-il, embrassant Céleste avec tendresse, tu as toujours été la personne la plus forte que j'ai connue. Tout ce que je suis, je l'ai appris en observant ta force silencieuse et ta dignité inébranlable. » Cette nuit-là, pendant la fête de graduation dans les jardins de Cambridge, Pierre fit un toast qui deviendrait célèbre dans toute l'Europe. À Antoine, qui m'a enseigné que la vraie aristocratie n'est pas basée sur la naissance mais sur le caractère, et à Céleste, qui a prouvé que la plus grande richesse du monde, c'est d'élever des enfants qui rendent le monde meilleur. Et voici la plus grande ironie, continua Pierre, levant son verre de champagne vers le ciel étoilé. Je pensais être au sommet du monde, dans ma tour d'ivoire parisienne. J'ai découvert que j'étais seulement au sommet d'une montagne de privilèges vides. Antoine m'a montré qu'il existe une montagne bien plus haute, la montagne de l'impact genuine sur l'humanité. L'histoire d'Antoine était devenue légendaire à travers l'Europe. Des livres furent écrits en 6 langues,
des documentaires produits par des chaînes internationales, même une mini-série Netflix fut basée sur sa confrontation extraordinaire avec Pierre. Mais pour Antoine, la célébrité n'avait jamais été l'objectif. L'objectif, expliqua Antoine lors d'une interview mémorable pour France 24, a toujours été de prouver un point simple mais révolutionnaire, que l'intelligence n'a pas d'origine sociale, que le mérite n'a pas de couleur, que le potentiel n'a pas de code postal, et que quand la société comprend finalement cela, des miracles se produisent quotidiennement. Céleste, maintenant reconnue comme l'une des femmes les plus influentes et respectées de France, réfléchit sur leur voyage extraordinaire. Mon fils n'a pas seulement prouvé qu'il était plus fort, il a prouvé que nous sommes tous plus forts quand nous reconnaissons et cultivons la force les uns des autres. L'entreprise de Pierre était devenue un laboratoire d'innovation sociale étudié par des universités du monde entier. D'autres PDG de multinationales venaient étudier comment implémenter des changements similaires dans leurs propres organisations. Le secret, expliquait Pierre, n'est pas de chercher des talents où vous vous attendez à les trouver. C'est de chercher courageusement là où vous n'avez jamais imaginé regarder. L'effet Antoine avait créé une nouvelle génération de leaders français et européens. Des jeunes qui combinaient excellence académique avec conscience sociale profonde, compétences techniques avec engagement éthique inébranlable. C'était une révolution silencieuse, mais ses conséquences positives résonneraient pendant des générations entières. Dans une réflexion finale qui marqua l'histoire, Antoine dit quelque chose qui deviendrait sa citation la plus célèbre, gravée dans des universités à travers le monde. La force qui importe le plus n'est pas la force pour conquérir les autres, mais la force pour vous conquérir vous-même, pour vaincre vos propres préjugés, vos propres peurs, vos propres limitations auto-imposées. Et quand vous accomplissez cette victoire personnelle, continua Antoine, ses yeux brillants de sagesse précoce, j'ai découvert qu'il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez atteindre. Pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez finalement compris que tout le monde est spécial. Il faut juste la bonne opportunité et reconnaissance pour permettre à chacun de briller. Pierre, Céleste et Antoine devinrent des symboles vivants d'une France nouvelle et progressiste, une France où l'origine ne détermine pas le destin, où le mérite est reconnu indépendamment du nom de famille ou de l'adresse, où la vraie force se mesure par la capacité d'élever et d'inspirer les autres vers l'excellence. « Je suis plus fort que toi », avait déclaré Antoine des années auparavant dans ce bureau parisien. Et il avait eu raison de manière prophétique. Pas parce qu'il était supérieur par nature, mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental sur la condition humaine, que la vraie force vient de reconnaître, développer et célébrer la force extraordinaire qui existe chez les autres. L'histoire continuait à se répandre comme un feu inspirant à travers le monde, de Paris à Londres, de Londres à New York à Tokyo et au-delà. L'exemple puissant d'un garçon de 14 ans qui confronta un milliardaire et changea non seulement leur propre vie, mais redéfinit complètement ce qui est possible quand le courage authentique rencontre la compétence exceptionnelle. Ce n'est pas seulement notre histoire personnelle, dit Antoine lors de sa dernière interview télévisée, avant de partir pour un programme de doctorat prestigieux à Oxford. C'est l'histoire universelle de toute personne qui a jamais été sous-estimée, tout esprit brillant qui a été ignoré ou méprisé, tout rêve qui a été rejeté ou écrasé par le préjugé social aveugle. Et le message est simple mais révolutionnaire, continua Antoine, ses yeux brillants avec la même détermination inébranlable qu'il avait eue ce jour fatidique. N'acceptez jamais d'être défini ou limité par les restrictions que d'autres vous imposent injustement. Ne permettez jamais que l'origine détermine le destin. Et ayez toujours des preuves solides et irréfutables pour soutenir vos affirmations les plus audacieuses. Céleste, maintenant reconnue internationalement comme l'une des femmes les plus influentes et inspirantes de France, fit l'observation finale qui résuma parfaitement leur transformation collective. Mon fils a prouvé de manière indiscutable que quand vous combinez talent naturel avec opportunité méritée, courage personnel avec préparation méthodique et justice sociale avec preuve documentée, il n'y a absolument aucune limite à ce qui peut se réaliser. Pierre, complètement transformé d'oppresseur arrogant en défenseur passionné de la justice sociale, ajouta avec une émotion visible « Antoine m'a enseigné la leçon la plus précieuse de ma vie, que la vraie richesse n'est pas dans l'argent que vous accumulez égoïstement, mais dans les vies que vous transformez positivement, et que parfois la plus grande et plus importante leçon de votre existence entière vient de la personne que vous attendez le moins, surtout quand cette personne a assez de force morale pour vous montrer qui vous pouvez vraiment devenir. »
Je suis plus fort que toi » résonnait encore dans les mémoires de tous ceux qui avaient vécu cette transformation extraordinaire. Mais maintenant il comprenait la véritable profondeur de cette déclaration. Antoine ne se vantait pas de supériorité personnelle. Il déclarait la guerre totale à l'injustice systémique. Et il avait gagné non seulement une bataille individuelle, mais il avait changé les règles fondamentales de toute la guerre sociale. La force révolutionnaire d'Antoine n'était pas d'être meilleur que Pierre par nature. Elle était de rendre Pierre meilleur qu'il n'était auparavant, de le transformer en allié de la justice. Et dans cette transformation mutuelle extraordinaire, ils découvrirent ensemble que la vraie force ne divise jamais. Elle multiplie infiniment les possibilités humaines. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. 2 ans après la cérémonie de Cambridge, Antoine reçut un appel qui allait bouleverser sa vie encore une fois. Sa sœur cadette, Isabelle, maintenant âgée de 16 ans et étudiante brillante grâce aux opportunités créées par son frère, était à l'hôpital. Un accident de voiture grave. Le pronostic était incertain. Antoine s'effondra dans les bras de Pierre, pleurant pour la première fois depuis des années. Elle voulait devenir médecin, sanglota-t-il. Elle disait qu'elle voulait sauver des vies comme j'avais sauvé la nôtre. Pierre, maintenant véritablement comme un père pour lui, le serra fort. « Elle va s'en sortir, mon fils. Elle a ta force. » Céleste ne quittait pas le chevet d'Isabelle. 3 semaines dans le coma. Les médecins parlèrent de lésions cérébrales possibles. « Pourquoi maintenant ?» pleurait-elle. « Quand tout allait si bien, quand nous avions enfin trouvé notre place dans le monde. » Antoine tenait la main de sa mère, se sentant impuissant pour la première fois de sa vie. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les centaines de jeunes que le programme d'Antoine avait aidés commencèrent à se mobiliser. Amira, la jeune Algérienne, maintenant étudiante en médecine à la Sorbonne, organisa une veillée. Karim, le programmeur, créa une application pour coordonner le soutien. Le mouvement entier se rallia autour de la famille qui les avait tous sauvés. « Vous avez donné l'espoir à nos familles », dit Amira à Antoine dans la salle d'attente de l'hôpital, entourée de dizaines d'autres jeunes. « Maintenant, c'est notre tour de vous donner de l'espoir. » Pierre observait, ému aux larmes, cette démonstration d'amour collectif. « Tu vois ce que tu as créé ?» chuchota-t-il à Antoine. « Tu n'as pas juste changé des vies, tu as créé une famille mondiale. » Le 4e jour, Isabelle ouvrit les yeux. Ses premiers mots furent « Est-ce qu'Antoine est là ? Je veux lui dire que j'ai rêvé qu'on changeait le monde ensemble. » Antoine éclata en sanglots, tenant sa sœur dans ses bras. « On va le changer, petite sœur, ensemble. » La récupération d'Isabelle fut lente mais miraculeuse, et pendant cette période, quelque chose de profond changea dans la dynamique familiale. Pierre, qui n'avait jamais vraiment connu l'amour parental authentique avec ses propres enfants biologiques, découvrait pour la première fois ce que signifiait aimer inconditionnellement. « Mes vrais enfants me voient seulement comme un portefeuille », confessa Pierre à Céleste un soir. « Ils m'appellent uniquement quand ils ont besoin d'argent. Mais vous m'avez montré ce qu'est une vraie famille. » Céleste prit sa main. « Pierre, vous êtes le père qu'Antoine n'a jamais eu, et nous sommes la famille que vous méritiez. » 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie émouvante à l'Élysée, le président de la République décora officiellement Antoine de la Légion d'honneur, le plus jeune récipiendaire de l'histoire française, pour services exceptionnels rendus à la nation dans la promotion de l'égalité des chances éducatives, lut le président. Mais le discours d'Antoine, ce jour-là, révéla une maturité encore plus profonde, forgée par l'épreuve familiale. « Cette médaille ne m'appartient pas », déclara-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Elle appartient à ma mère, qui m'a appris que la dignité ne se mendie pas, elle se conquiert. Elle appartient à Pierre, qui a eu le courage de changer quand il aurait pu rester dans son confort. Mais surtout, continua Antoine, regardant directement Isabelle dans l'audience, elle appartient à ma sœur, qui m'a rappelé que même quand on change le monde, on reste humain, que même quand on devient fort, on peut encore avoir peur, et que c'est dans nos moments de plus grande vulnérabilité qu'on découvre notre vraie force. » L'audience était en larmes. Même les diplomates les plus endurcis essuyaient discrètement leurs yeux. Pierre se pencha vers Céleste. Il vient de définir ce que signifie être un leader véritable. Pas quelqu'un qui cache sa vulnérabilité, mais quelqu'un qui la transforme en force pour aider les autres. 6 mois plus tard, Antoine prit une décision qui choqua le monde académique et économique. Il refusa une offre de 50 millions d'euros d'une grande banque d'investissement américaine pour développer ses algorithmes économiques. « L'argent n'est pas le but », expliqua-t-il. La transformation sociale l'est. Au lieu de cela, il annonça la création de l'Université des Invisibles, la première université au monde exclusivement dédiée aux jeunes talents issus de communautés défavorisées. Le campus serait construit à Saint-Denis, là où tout avait commencé.
Nous n'attendrons plus que les institutions existantes nous acceptent, déclara-t-il. Nous créerons nos propres institutions. Pierre fit don de 100 millions d'euros pour le projet. C'est le meilleur investissement de ma vie, dit-il lors de l'annonce. Parce que je n'investis pas dans des bâtiments, j'investis dans l'avenir de l'humanité. Céleste, maintenant rectrice désignée de la nouvelle université, pleurait de joie. Mon fils ne construit pas seulement une école, il construit un monument à l'espoir. Mais le projet rencontra une résistance féroce. Les universités traditionnelles, les élites éducatives, même certains politiciens, s'opposèrent publiquement. C'est du séparatisme éducatif, accusait-il. On ne peut pas créer l'excellence en isolant les communautés. Les attaques médiatiques furent brutales. Antoine, maintenant âgé de 21 ans, fit face à la tempête, avec une dignité qui impressionna même ses détracteurs. Lors d'un débat télévisé particulièrement houleux, il déclara « Vous m'accusez de séparatisme. Pendant des décennies, vous avez pratiqué le séparatisme. Vous avez séparé les riches des pauvres, les privilégiés des oubliés. Nous ne créons pas la séparation, nous la réparons. » Le moment le plus dramatique vint quand un journaliste l'attaqua personnellement. « N'êtes-vous pas devenu exactement ce que vous combattiez, un élitiste qui méprise le système établi ?» Antoine se leva calmement et répondit « La différence, monsieur, c'est que quand j'étais méprisé par le système, j'ai travaillé pour le changer. Maintenant que j'ai réussi, je travaille pour que d'autres n'aient pas à souffrir ce que j'ai souffert. » Isabelle, maintenant complètement rétablie et étudiante en médecine, devint la porte-parole officieuse du projet. Son discours lors de l'inauguration du campus fut électrisant. « Mon frère m'a sauvé la vie 2 fois, une fois en me montrant qu'on pouvait s'élever au-dessus de nos origines, une deuxième fois en me rappelant que peu importe à quelle hauteur on monte, on reste toujours connecté à ce qu'on aime. Cette université, continua Isabelle, n'est pas juste un bâtiment. C'est une déclaration que le génie n'a pas d'adresse, que l'excellence n'a pas de classe sociale, et que l'avenir appartient à ceux qui osent le construire, pas à ceux qui se contentent de l'hériter. » Pierre, maintenant âgé de 55 ans, était devenu méconnaissable. L'homme froid et arrogant d'autrefois avait été remplacé par quelqu'un de profondément humain. Lors de son discours à l'inauguration, il avoua publiquement « Il y a 10 ans, si quelqu'un m'avait dit que le moment le plus fier de ma vie serait de voir des enfants d'immigrés réussir mieux que mes propres enfants biologiques, j'aurais ri. Aujourd'hui, je pleure de joie en le vivant. Antoine ne m'a pas juste forcé à changer mon entreprise, continua Pierre, sa voix se brisant d'émotion. Il m'a forcé à changer mon âme. Et en faisant cela, il a sauvé non seulement ma famille adoptive, mais aussi ma famille biologique, parce que mes propres enfants ont finalement appris ce que signifie avoir un père dont ils peuvent être fiers. » La première promotion de l'Université des Invisibles fut un succès retentissant. 98% des diplômés trouvèrent des emplois dans les 6 mois. Plus impressionnant encore, 75% créèrent leurs propres entreprises, générant plus de 2000 emplois dans les communautés défavorisées. Mais le succès apporta aussi des défis inattendus. Antoine commença à recevoir des menaces. Des groupes extrémistes le considéraient comme une menace à l'ordre social traditionnel. « Tu changes trop les choses, trop vite », l'avertit un enquêteur de police. Certaines personnes puissantes ne sont pas contentes. Une nuit, des inconnus vandalisèrent le campus de l'université. Sur les murs, ils écrivirent « Les immigrés à leur place ». Antoine, découvrant les dégâts au matin, ne montra pas de colère, mais une détermination encore plus profonde. « Ils pensent nous faire peur, dit-il aux étudiants rassemblés. Ils ne comprennent pas que la peur est devenue notre carburant. » Céleste, maintenant dans la cinquantaine, avait développé une sagesse maternelle qui impressionnait tous ceux qui la rencontraient. « Mon fils, lui dit-elle ce jour-là, tu portes le poids de trop d'espoir. N'oublie pas de vivre ta propre vie aussi. » Antoine la serra dans ses bras. « Ma vie, c'est cette mission, maman. Je ne peux pas séparer les deux. » C'est alors qu'Antoine rencontra Sophie, une jeune professeure de philosophie venue enseigner à l'université. Fille d'un ouvrier et d'une infirmière, elle avait elle-même surmonté les barrières sociales pour devenir docteur en philosophie. Enfin quelqu'un qui comprend, pensa Antoine en la voyant pour la première fois. Leur relation fut d'abord professionnelle, puis amicale, puis quelque chose de plus profond. Sophie était la première personne à voir Antoine non comme un symbole ou un leader, mais simplement comme un jeune homme brillant qui avait besoin d'être aimé pour qui il était, pas pour ce qu'il représentait. « Tu sais ce qui me fascine chez toi ?» lui dit Sophie un soir alors qu'il se promenait dans les jardins du campus illuminé. « Ce n'est pas ta célébrité ou tes accomplissements, c'est que tu as gardé ton humanité
malgré tout ce que tu as traversé. Tu es resté le garçon qui console sa mère et qui s'inquiète pour sa sœur. Antoine sourit, sentant pour la première fois depuis des années qu'il pouvait baisser sa garde. Avec toi, je n'ai pas besoin d'être le symbole d'espoir de toute une génération. Je peux juste être. Antoine, c'est exactement ce que je veux, répondit Sophie. Antoine, pas le leader révolutionnaire, juste l'homme que j'aime. Leur mariage, célébré dans la modeste église de Saint-Denis où Antoine avait été baptisé, devint un événement national. Pas à cause du faste, la cérémonie fut volontairement simple, mais à cause de ce qu'elle symbolisait. L'union de deux âmes qui avaient choisi l'amour et le service aux autres plutôt que la richesse et le pouvoir. Pierre, qui accompagna Antoine à l'autel en l'absence de son père biologique, pleurait ouvertement. « Je suis plus fier aujourd'hui que le jour où ma propre entreprise est devenue milliardaire », chuchota-t-il à Céleste, « parce qu'aujourd'hui, je vois mon fils spirituel épouser l'amour de sa vie. » Isabelle, maintenant médecin résidente et porte-parole officielle du mouvement des jeunes, fit un discours qui marqua l'assistance. « Mon frère m'a appris que l'amour véritable ne nous affaiblit pas, il nous rend plus forts. Sophie, en aimant Antoine, vous ne récupérez pas seulement un mari. Vous rejoignez une famille mondiale de millions de personnes qui l'a inspiré. » 10 ans après cette première confrontation dans le bureau parisien, Antoine et Sophie eurent leur premier enfant, un fils qu'ils nommèrent Martin, celui qui apporte la paix. Pierre, maintenant grand-père adoptif, tenait le bébé avec des larmes dans les yeux. « Il aura un monde meilleur que celui que nous avons connu, » murmura-t-il. « Parce que son père aura détruit les barrières que nous avons acceptées, » ajouta Céleste, maintenant grand-mère rayonnante. « Et parce que nous lui apprendrons que la force ne vient pas de dominer les autres, mais de les élever. » Antoine regardait son fils dormir paisiblement, se promettant silencieusement de créer un monde où aucun enfant ne serait jamais jugé sur ses origines. L'Université des Invisibles était devenue un modèle mondial. Des campus similaires ouvraient dans 15 pays. Les méthodes pédagogiques d'Antoine étaient étudiées de Harvard au MIT, de Oxford à Tokyo, mais lui restait ancré à Saint-Denis, dirigeant personnellement chaque promotion. Lors de la 10e cérémonie de remise de diplôme, Antoine fit un discours qui résuma parfaitement son parcours. Il y a 15 ans, un garçon de 14 ans est entré dans le bureau d'un milliardaire et lui a dit « Je suis plus fort que toi ». Aujourd'hui, ce garçon devenu homme vous dit « Nous sommes tous plus forts ensemble ». La vraie révolution, continua Antoine, regardant l'assemblée de 1000 diplômés représentant 50 nationalités, n'est pas de remplacer une élite par une autre. C'est d'abolir le concept même d'élite basée sur la naissance ou la richesse. C'est de créer une société où l'excellence est accessible à tous, où le mérite n'a pas de barrière, où l'espoir n'a pas de limite. Pierre, maintenant âgé de 62 ans et officiellement retraité pour se consacrer entièrement à la philanthropie éducative, se leva pour applaudir. À côté de lui, Céleste, désormais rectrice émérite et consultante internationale en politique éducative, souriait avec la fierté d'une mère qui avait vu ses rêves les plus fous se réaliser. Sophie, tenant leur fils Martin, maintenant âgé de 3 ans, chuchota à l'oreille de l'enfant « Regarde bien, mon chéri, ton papa n'est pas seulement en train de parler, il est en train de changer l'histoire. Et un jour, ce sera ton tour de la changer encore plus. » Martin gazouilla joyeusement, comme s'il comprenait déjà le poids de cet héritage. Dans la foule, Amira, maintenant chef de service en chirurgie pédiatrique, tenait la main de Karim, devenu ingénieur en chef chez Google Paris. Autour d'eux, des centaines d'autres invisibles devenus leaders dans leurs domaines respectifs. Tous réunis par ce moment fondateur où un adolescent avait osé défier l'injustice. L'histoire que nous avons vécue ensemble, conclut Antoine, sa voix portant maintenant la maturité de l'expérience et la sagesse de l'épreuve, prouve qu'une seule personne avec assez de courage et de préparation peut changer le destin de millions d'autres. Mais elle prouve surtout que quand ces millions se lèvent ensemble, ils peuvent changer le destin du monde entier. Alors que les applaudissements éclataient et que des milliers de personnes se levaient dans une ovation interminable, Antoine ferma les yeux un instant et repensa à ce garçon de 14 ans, terrifié mais déterminé, qui avait franchi les portes de ce bureau parisien avec son sac à dos usé et ses rêves impossibles. « Je suis plus fort que toi », avait-il dit ce jour-là. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, entouré de sa famille choisie et de sa famille de cœur, regardant des milliers de vies transformées par cet acte de courage initial, Antoine sourit et murmure « Non, nous sommes tous plus forts ensemble, et c'est ainsi que nous changeons le monde. » Fin définitive de l'histoire, 01-30. Histoire émotionnelle complète, développée jusqu'à avec amour, mariage, paternité, famille, défis,
menaces, victoires et transformations sociales générées sur 15 ans.